Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Pierre Portevin. Je dirige un projet qui s'appelle Dare Do, de l'anglais Dare, oser, do, faire. Nous sommes partenaires de l'IME Conseil l'INC et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de décision. Juste deux mots pour que vous sachiez qui je suis, ce que je fais. Je suis là tout de suite en compagnie de Magdalena qui modère ce webinaire. Et mon travail consiste à développer des solutions, ce qu'on appelle du e-mentoring. Le e-mentoring, c'est un accompagnement, c'est à mi-chemin entre la formation et le coaching. Ça se passe essentiellement online. Et je développe ça avec un Américain qui s'appelle Daniel Kerrigan, un type tout à fait brillant qui a étudié la psychologie cognitive et les neurosciences aux États-Unis et en Italie. Et ensemble, on fait avancer ce projet Dare Do qui vise à aider chacun à prendre des meilleures options dans la vie et d'avoir les capacités de le faire. On le fait de différentes manières. On a écrit deux livres. Un qui est sur l'amitié avec soi-même parce qu'il est tout à fait fondamental de bien s'entendre avec soi-même pour pouvoir bien s'entendre avec les autres et progresser dans la vie. Oser, ça change tout, préfacé par Pierre Morkens, qui est aussi le patron de l'IME, de l'INC, qui chapeaute toutes ces organisations. Nous avons développé une application mobile qui est uniquement sur iOS pour l'instant, donc sur les systèmes iPhone. Et c'est une application de self-coaching pour apprendre à, notamment, se poser de meilleures questions, parce que quand on se pose de meilleures questions, on trouve de meilleures réponses. Et enfin, nous sommes en train de lancer des formations en ligne qui sont soit en anglais, soit en français. En anglais, ça s'appelle l'art et la science de vivre mieux. Et en français, c'est mieux vivre avec soi pour mieux vivre avec les autres. La première partie est gratuite. Je vous donnerai les infos à la fin de ce webinaire pour y accéder. Alors aujourd'hui, on va parler de décision. On va voir ensemble qu'est-ce qui les oriente en fait, comment on les prend, comment ça se passe, quelles sont des propositions pour prendre de meilleures décisions ou peut-être en prendre moins de mauvaises. Et puis, j'aurai 15 minutes pour répondre à vos questions. On commence tout de suite avec les décisions, puisque c'est notre sujet. Alors, avez-vous une idée du nombre de décisions que vous prenez par jour? Décider, c'est faire un choix. C'est l'étymologie, c'est caedere, ça veut dire couper, et c'est découper quelque part. Il y a un ensemble de possibilités, on en coupe. Ce que j'écrivais dans le commentaire, vivre c'est choisir et choisir c'est renoncer, donc décider c'est aussi renoncer. Et je parle de quelques centaines de décisions par jour. Il y a quelques années, un institut britannique avait dénombré nos décisions à 35 000 décisions et micro-décisions par jour qui sont à plus de 99% inconscientes. Donc effectivement, il y a toute une série de choses que l'on fait plus ou moins automatiquement. Et on a évidemment chaque fois le choix. Je décide ou non d'allumer une cigarette ou de boire un verre d'eau. Je décide ou non de consulter mon téléphone mobile. Vous savez que quand on demande aux gens combien de fois par jour ils consultent leur téléphone mobile, la réponse moyenne en Europe est 22. Les gens pensent que voilà, ils ont 22 consultations de leur téléphone par jour, alors que la réalité, c'est 76. Si on vous pose la question combien de décisions liées à la nourriture vous prenez par jour, ben en général, on répond 7, parfois 10. Or, une étude assez sérieuse aussi britannique nous dit nous prenons plus de 220 décisions par jour qui concernent la nourriture. Donc, c'est moins d'un quart de % de nos décisions qui sont conscientes. Évidemment, certaines de ces décisions nous font du bien. Elles nous conduisent vers une vie épanouissante qui nous fait du bien, et puis d'autres nous font du tort. Des décisions sont bénéfiques à notre santé, d'autres décisions sont néfastes pour notre santé. Comment on fait pour prendre des décisions, sachant aussi que c'est difficile de prendre des bonnes décisions si on regarde
dans le monde de l'entreprise, qui est quand même un endroit où, en principe, les gens prennent des décisions très sérieuses, après des grandes réflexions, on voit des désastres. Un des plus grands désastres du marketing, c'est la Ford Edsel, qui est une voiture qui a été lancée en 1957 par Ford. Ils ont investi des années de recherche marketing pour savoir quel modèle il fallait, qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans, comment le lancer. Ça a été un flop monstrueux et après 2 ou 3 années, ils ont dû arrêter la production. Adidas, grande société vraiment très experte dans le domaine du sport, décide de ne pas signer avec un jeune joueur de basket nommé Michael Jordan, qui signera avec Nike. Et puis, après quelques années, Nike a tellement grandi grâce à Michael Jordan que Adidas devra sortir du monde des chaussures de basket. Bon, il y a Coca qui lance son New Coke, qui est un désastre, ou bien d'un Premier ministre et président de la République qui soutiennent le groupe Elf, qui investit des dizaines et des dizaines de millions dans un projet d'avion de renifleur, alors que c'était une vaste fumisterie, une escroquerie même. Donc voilà, ces décisions, elles peuvent être des décisions abruptes, comme on l'a vu dans le monde de l'entreprise, j'y vais ou j'y vais pas pour prendre ces décisions, et puis ça peut être aussi une suite de micro-décisions. C'est le cas par exemple de ce coureur cycliste Joey Papp. C'est un Américain, il est assez talentueux, il est dans l'équipe olympique américaine et puis il arrête pendant 2 ans, je crois, pour terminer ses études universitaires. Et puis quand il reprend l'entraînement, il s'entraîne bien et puis il fait sa première course avec ses équipiers et il se retrouve complètement largué. Et il ne comprend pas, il a donné le meilleur de lui-même. Mais voilà, il pleure la nuit, vraiment découragé. Puis il y a un de ses équipiers qui lui dit, mais écoute, tu devrais aller voir le docteur machin. Il va voir le docteur machin. Et le docteur machin lui dit, mais vous devriez peut-être prendre un petit peu d'EPO. Il lui fait des piqûres. C'est une hormone qui favorise la production de globules rouges dans le sang, ce qui favorise aussi l'oxygénation des muscles. Et donc, il prend de l'OPO. Et puis, petit à petit, il fait comme les autres, hein, il est poussé par le mouvement. Et puis, un jour, on manque d'EPO et il trouve une source en Chine pour se fournir. Et puis, ses collègues lui disent, ah, tu as pu en trouver, est-ce que tu peux nous en avoir? Il décide d'en importer. Et puis, finalement, il a 200 clients qui lui achètent de l'EPO jusqu'au moment où il se fait prendre et il déclare, évidemment, il ose collaborer avec la justice pour mettre fin à cette pratique, en se rendant bien compte aussi que s'il avait été mis devant le choix dès le début de ce à quoi ça le mènerait, c'est-à-dire à ce qu'on appelle aux États-Unis du trafic de stupéfiants, parce que le PO est considéré comme un stupéfiant, mais jamais il n'aurait pris cette décision-là. Mais c'est un ensemble de micro-décisions qui font que petit à petit, on avance dans une direction qui n'est pas celle que l'on a choisie. Alors, regardons peut-être maintenant qu'est-ce qui influence nos prises de décision. Et en particulier, on va en regarder 3. Parce qu'il y a énormément de choses qui influencent nos décisions. Ça peut être ce qu'on sait, l'expérience qu'on a eue dans une série de domaines, les motivations qu'on a qui vont nous pousser à faire quelque chose dans ce sens ou pas, et puis nos habitudes, la culture et la pression sociale. Vous savez que quand on met des personnes dans un groupe et qu'on demande à ces personnes de réfléchir et de donner par exemple leur avis sur la longueur d'une série de lignes, et que voilà, il y a 5 lignes. Elles ont toutes la même longueur, il y en a une qui est un peu plus longue. Et on vous demande, est-ce que toutes ces lignes sont de la même longueur? Évidemment, vous voyez bien qu'il y en a une qui est plus grande, alors vous allez le dire. Mais si vous êtes dans un groupe de 10 personnes et qu'il y a 9 complices du psychologue qui disent tous, elles ont la même longueur, alors peut-être la première fois, vous allez dire que vous trouvez qu'il y en a une qui est plus longue. À la 4e proposition qui vous sera faite dans le même registre de comparaison, eh bien, vous direz que contre votre avis personnel, vous allez suivre, en tout cas la majorité d'entre nous, nous suivons l'avis du groupe contre
notre avis à nous. Et on va regarder plus particulièrement aujourd'hui 3 influenceurs. L'intuition, qui correspond à une des questions qui a été posée plus tôt, nos biais cognitifs et notre disponibilité mentale. Alors, l'intuition, elle est évidemment tentante, elle peut nous être très souvent très utile. J'étais en discussion avec François, ici, dans notre organisation, qui était en train, plus tôt dans la semaine, ou même il y a une dizaine de jours, en train de retirer un noyau d'un avocat. Et avec son couteau, il veut retirer le noyau, et en lui, il se dit « Non, François, fais gaffe, tu vas te couper, fais pas ça, fais pas ça ». Il continue, et il se coupe. On a dû lui faire des points de suture. Ça, évidemment, on peut dire, c'est l'intuition, elle nous est utile. Mais à certains moments aussi, on le verra, l'intuition n'est pas si utile que ça. Alors, autre exemple d'intuition, elle a donné lieu à un film, c'est ce fameux capitaine Sullenberg, qui était, bon, c'est un type qui a passé sa vie à piloter, hein, il faut le dire aussi. Il a appris à piloter des planeurs d'abord, et puis il a volé pour l'aviation militaire, et il est devenu pilote de ligne. Il avait 19 000 heures d'expérience en vol. Et voilà que son Airbus A320 heurte des vents d'oiseaux, et que les 2 moteurs tombent en panne. Il doit tenter d'atterrir sans moteur. La tour de contrôle lui dit d'aller à La Guaria. Il écoute son intuition qui lui dit « c'est trop dangereux, si jamais je rate mon coup, il y a des habitations en dessous, ça va être un désastre, un drame monstrueux ». Et il décide d'atterrir sur la rivière Hudson. Et il y aura un procès parce que les compagnies d'assurance vont dire « vous auriez dû suivre les avis de la tour de contrôle ». Il va pouvoir prouver à travers son expérience que effectivement son avis était plus précis que celui combiné de l'intelligence artificielle et de la tour de contrôle. Et en même temps, cette intuition, elle a ses limites, puisque ce type, Bill Gates, c'est quand même pas un idiot. Il nous a montré à travers sa fulgurante ascension à quel point il pouvait prendre des bonnes décisions. Et pourtant, en 1914, il nous dit « je vois peu de potentiel commercial dans l'Internet ». Alors, quand faire appel à l'intuition et quand ne pas le faire? 2 chercheurs, dont Kahneman, qui a quand même gagné un prix Nobel, donc c'est quelqu'un de tout à fait brillant, nous répondent. Ils nous disent « la compétence ne suffit pas ». Il faut 3 conditions pour faire appel à l'intuition. D'abord, être dans un environnement qui est assez régulier pour être prévisible. Quand on vole en avion, l'environnement est assez régulier. En plus, on a eu la possibilité d'apprendre de ces régularités grâce à une pratique durable. 19 000 heures de vol pour Sullenberg. Et puis on a besoin d'avoir des retours d'informations rapides et clairs. Chaque fois qu'on fait un geste, on a un retour d'expérience. Ce que ça nous dit, c'est que faire appel à l'intuition, c'est bien, mais pas toujours. Elle peut vraiment nous induire en erreur. Et donc, garder en tête ces 3 questions pour dire, tiens, est-ce que je peux faire appel à mon intuition, oui ou non? Sinon, je vous donnerai des solutions pour faire autrement. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les biais cognitifs, et cette image, vous ne la voyez probablement pas parce qu'elle est trop petite. C'est volontaire. Il y a, jusqu'à présent, on a dénombré près de 100 biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? C'est, je dirais, un mode de raisonnement automatique, rapide, qui fonctionne majoritairement bien dans les situations, mais qui, dans d'autres situations, peut nous induire en erreur. Il y en a de différents types. Il y a par exemple les biais d'attention. Vous avez peut-être vu cette fameuse vidéo où on vous dit regardez combien de fois l'équipe des basketteurs blancs se passe la balle, et puis on regarde, et puis on demande qui a vu le gorille. Et personne n'a vu le gorille. Et pourtant, il y a un gorille qui est passé sur le terrain de basket. Donc c'est un biais d'attention. Il y a des biais de jugement. Par exemple, quand on vous demande qu'est-ce que vous offririez comme prix pour ce produit, dès lors qu'on vous a déjà donné un point de référence de prix, vous allez évaluer le prix que vous offririez en fonction du prix de référence que vous a donné.
il y a les biais d'illusion d'optique, par exemple. Donc, il y a énormément de biais. Et un des biais qui nous pose problème, c'est le biais que nous avons quant à l'évaluation de nos propres capacités. Et donc, quand on demande à un public de personnes adultes, conducteurs de voitures, combien d'entre eux estiment faire partie des 50% meilleurs conducteurs, eh bien, la très très large majorité des gens, 93%, disent « Ah ben moi je fais partie des meilleurs conducteurs ». Quand on demande à des étudiants s'ils trouvent qu'ils sont au-dessus du niveau de leur promotion, c'est-à-dire dans les 50% des meilleurs élèves, bah, ils sont 95% à penser qu'ils font partie des 50 meilleurs. Et voilà. Donc, tout ça pour dire notre capacité d'auto-évaluation quant à ce qu'on peut faire est limitée. Point suivant, c'est notre bande passante. Alors, la bande passante, c'est c'est la partie de la mémoire court terme qui est dédiée à la réflexion. C'est la mémoire de travail, on pourrait dire. C'est à travers cette mémoire-là que l'on peut traiter des informations pour prendre les fameuses décisions quand on est dans une situation donnée. Et cette mémoire de travail, eh bien, elle est, je dirais, variable. Elle peut traiter, en moyenne, on dit qu'elle peut traiter 7 informations en même temps. Et donc, si vous êtes déjà en train de traiter certaines informations, vous aurez plus de difficultés à traiter correctement l'information pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Il y a une étude qui a été faite par Sendhil Mullainathan, qui est un Américain d'origine indienne, qui nous montre par exemple que la pénurie réduit notre bande passante mentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, il a étudié les comportements de personnes qui sont en manque de ressources. Ça peut être manque d'argent, ça peut être manque de nourriture, mais ça peut aussi être manque de temps. Et qu'est-ce qu'il a constaté? C'est que quand des personnes sont dans cette situation de manque, eh bien leur capacité mentale diminue. Et évidemment, on peut se dire, ben non, mais c'est peut-être des gens, les gens qui sont un peu plus en manque d'argent, ben c'est parce qu'ils sont moins intelligents qu'ils ont moins d'argent. Ce que Mullainathan a pu prouver, il a prouvé sa théorie en allant observer des agriculteurs, des cultivateurs de canne à sucre en Inde. Parce que ces personnes, au cours de l'année, ont des périodes où ils ont beaucoup d'argent et des périodes où ils en ont peu, parce qu'ils sont payés une fois par an. Et au début, quand ils ont cet argent, ben, ils vivent avec une certaine abondance, mais au fur et à mesure que l'année avance, eh bien, cet argent diminue et puis ils sont en manque d'argent. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que ces mêmes personnes, quand on prend une même personne, quand elle est en situation d'abondance ou quand elle est en situation de pénurie, eh bien, ses capacités cognitives diminuent. Concrètement, ça veut dire le quotient intellectuel de ces personnes diminue en fonction de la pénurie. Et ça, c'est vraiment important à prendre en considération quand on est face à des décisions. Parce qu'effectivement, si on est en manque de temps, par exemple, si on est pris par le temps, on sera plus tendu. Et quand on est plus tendu, notre vision devient plus façon tunnel, vous voyez, on voit moins large. C'est ça que j'essaie de montrer avec ces visuels que l'on prend par rapport à la vitesse en voiture, mais c'est la même chose. On voit plus étroit, donc il y a une série de choses que l'on ne voit pas. Alors, ces fameuses propositions pour prendre de meilleures décisions, eh bien, la première que je vous propose, c'est de demander les avis d'autres personnes. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais par exemple, je vous dis, tiens, vous pouvez choisir un film, vous n'avez jamais entendu parler de ce film, et je vous propose 2 solutions pour faire le choix du film que vous allez voir. Vous regardez la bande-annonce, ou bien on vous donne l'avis d'autres personnes qui ont vu ce film. La plupart des gens, en tout cas dans les études, disent « moi je préfère voir les bandes annonces parce que c'est plus moi, voilà ». Donc on a fait le test, il y a ceux qui choisissent en fonction des bandes annonces et ceux qui choisissent en fonction de l'avis des autres. Et en général, ceux qui choisissent en fonction de l'avis des autres sont plus satisfaits du film qu'ils ont vu que ceux qui l'ont choisi eux-mêmes en regardant la bande annonce. Et ce n'est pas que pour le cinéma. La même chose se passe par exemple si je vous dis
tiens, dans un speed dating, vous pouvez voir la personne, là, je vous envoie son curriculum vitae, son histoire, et vous pouvez décider de la voir ou pas. Ou bien, je vous propose de poser la question à 3 personnes qui ont rencontré cet individu, ou cet homme ou cette femme juste avant. Les gens disent, mais je préfère voir par moi-même le curriculum, tout ça. Eh bien, encore une fois, lorsqu'on demande l'avis d'autres personnes, ça fonctionne mieux, on obtient des informations plus précises qui correspondent à ce qui nous convient le mieux. Donc, vous avez un choix à faire, mais interrogez des personnes qui ont déjà expérimenté le métier que vous avez envie de faire, le projet ou l'activité ou le voyage que vous envisagez. Vous voulez mettre vos enfants dans une nouvelle école, mais interrogez des parents, voilà. Et restez vigilant malgré tout. Un des cas célèbres, c'est TripAdvisor. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Uba Butler qui s'est amusé. Il a créé un restaurant qui s'appelle La Cabane à Dulwich, dans la banlieue de Londres. La Cabane est devenue le restaurant numéro 1 sur TripAdvisor à Londres en 6 mois à peu près. Et évidemment, le comble, c'est que ce restaurant n'existait pas. C'était un leurre pour montrer que, voilà, il faut faire attention quand on écoute la vie d'autres personnes, on peut vite se tromper. Une autre manière de faire, c'est de prototyper. Et prototyper, c'est ce que font souvent les entreprises, c'est-à-dire que avant de lancer un produit, ils font un produit minimum viable ou des micro-produits, puis ils les mettent sur le marché entre les mains des utilisateurs pour voir, tiens, est-ce que les gens aiment bien ou pas. Comment on peut faire ça, nous, dans notre vie, que ce soit professionnelle ou privée. Et c'est aussi créer ces produits minimum viables. On identifie les éléments clés de ce qu'on envisage. Par exemple, je veux déménager et j'hésite peut-être entre aller habiter sur la côte de Méditerranée ou bien en Bretagne ou bien... voilà. Mais c'est simplement aller passer une semaine dans un Airbnb ou chez des amis qui habitent sur place, là où vous voulez aller, à des périodes peut-être qui sont celles moins favorables, il ne faut pas forcément y aller à la meilleure saison. Comment ça se passe? Comment vous vivez ça? Comment vous retrouvez? Est-ce que vous parvenez à travailler à distance comme vous rêvez de le faire ou pas? Testez, comparez, faites-vous un avis. Vous voulez ouvrir un restaurant? J'entends plein de gens, je veux faire une table d'eau, je veux faire un restaurant. Allez travailler pendant une semaine dans un restaurant, vous verrez que souvent ça nous donne des informations qu'on n'imaginait pas. La troisième proposition, c'est s'entraîner à décider plus consciemment. On l'a vu, la grande majorité de nos décisions sont inconscientes. Et on a pourtant la possibilité de s'arrêter à certains moments. C'est-à-dire, ah, quel est l'enjeu devant lequel je suis? Quelles sont les possibilités que j'ai? On peut apprendre à inhiber un mode automatique de pensée. Olivier Houdet de la Sorbonne en parle beaucoup dans ses ouvrages, notamment Apprendre à résister. Ce qu'il nous montre par l'imagerie médicale, c'est que notre cortex préfrontal a la possibilité, par ses axones longs, d'inhiber des parties de notre cerveau qui sont les parties les plus automatiques et d'activer d'autres parties du cerveau qui sont plus algorithmiques, pour reprendre ce terme. Ça veut dire quoi? On stoppe la pensée automatique, la pensée qui va entraîner notamment le biais cognitif, et on met en place un système plus rationnel. Par exemple, vous devez engager quelqu'un, et on dit, oui, moi je me fie à mon intuition, je me fais un avis général sur la personne. Eh bien non, scindez l'évaluation que vous faites en une dizaine de critères et soyez très rigoureux sur chaque critère, ne les mélangez pas et les informations que vous retirez seront plus intéressantes. La flexibilité mentale aussi, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est pour ça qu'on gagne à faire de la méditation, c'est pour ça qu'on gagne à se promener dans la forêt. Des grands dirigeants comme Steve Jobs passaient régulièrement du temps à se promener seul dans la forêt parce que ça permet de calmer l'esprit, de remettre en place de l'ouverture, d'alléger la mémoire de travail, et en faisant ça, on peut prendre de meilleures décisions. S'émerveiller devant la nature, ça provoque en nous
une augmentation de notre capacité mentale pour bien traiter toutes les informations qui sont en notre possession. Quatrième proposition, c'est injecter du chaos dans votre vie. Et pour ça, je voudrais vous raconter une histoire qui est celle de ce musicien, c'est un pianiste talentueux, pianiste de classique, mais aussi de jazz, et il est engagé par Miles Davis, le grand jazzman, pour jouer, mais Miles Davis lui demande de jouer sur un piano électronique, et il accepte, mais à côté de ça, il est quand même un peu frustré, et ce qu'il aime faire, c'est des concerts de jazz, improvisés sur un piano classique de grande qualité. Et il va aller faire un concert en janvier 75 dans une très grande salle en Allemagne. Il est épuisé par le trajet, ça fait 2 jours qu'il ne dort pas, ou mal. Malheureusement pour lui, il y a une confusion au sein des équipes de cet opéra, et il avait commandé un piano, c'est un Bösendorfer de concert impérial, et son piano de concert n'a pas été livré. Au contraire, ce qu'on a mis sur la scène, ce que les techniciens ont mis sur la scène, c'est un vieux Bösendorfer carqueux, donc beaucoup plus petit, qui est un piano de répétition, qui était là. Voilà, il y a un malentendu, le piano est désaccordé, les touches noires collent, les pédales marchent mal. Le registre supérieur, les notes aiguës ont un son métallique, feutré, parce que le feutre est usé. Et surtout, le piano est beaucoup trop petit par rapport à cette salle gigantesque, ça manque de volume pour pouvoir atteindre les places du fond. Il refuse de jouer, l'organisatrice trouve un accordeur de piano pour faire en sorte qu'au moins il joue juste. Elle va pleurer chez lui en lui disant « mais écoutez, il faut venir, il faut jouer, il y a 1400 personnes dans la salle ». Il accepte finalement de jouer et ce qu'il fait est assez exceptionnel. Il commence à jouer, il reprend les notes de la sonnerie de l'opéra et c'est un moment magique qui est enregistré parce que son producteur voulait montrer aux autres organisateurs qu'avec un mauvais piano, ça allait donner des catastrophes. Ça donne en fait le concert de Cologne de Keith Jarrett, qui est le disque de piano solo le plus vendu au monde, 3,5 millions d'exemplaires, et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, alors je vais peut-être faire l'impasse sur le métro de Londres qui était en grève pendant 2 jours. Et les nafteurs, qui sont des gens, vous savez, à Londres, c'est pire encore qu'à Paris, ou dans les grandes villes, les gens prennent le métro tous les jours pour aller au bureau. Ils ont optimisé leur trajet. Et voilà, il y a 2 jours de grève. 5% des gens, suite à la grève, vont modifier leur trajet. D'où ma proposition qui est d'injecter du chaos dans votre vie, de provoquer de l'imprévu, de vous ouvrir à des choses peut-être inhabituelles, de rencontrer des personnes différentes, de voyager, parce que ça aussi, ça met du chaos dans la vie. Voilà 4 propositions relativement simples. Hein. C'est injecter du chaos dans sa vie, c'est s'entraîner à inhiber nos pensées automatiques et réfléchir, et décider plus en conscience. C'est évident, mais on n'y pense pas toujours. C'est prototyper faire des essais et des produits minimum viables, et puis demander l'avis d'autres personnes. Pour aller un cran plus loin, voilà, on vous propose de tester notre produit minimum viable en français, Mieux vivre avec soi pour mieux vivre avec les autres, qui est une formation dont la première partie est gratuite. Donc voilà, vous pouvez aller, on va vous donner le lien, vous pouvez tester. C'est voilà, apprendre à mieux se traiter soi-même, parce que c'est une condition essentielle pour se sentir bien, notamment face à notre décision. Si je me critique, si je me traite d'imbécile, si je ne me fais pas confiance, si je ne m'écoute pas, je ne peux pas bien décider. Je ne peux pas être en ouverture par rapport aux autres. Je ne peux pas me lancer dans des projets en me demandant est-ce que je dois continuer à chercher un boulot traditionnel ou me lancer comme indépendant. Si on ne s'écoute pas profondément, si on ne met pas de la clarté sur nos besoins, on n'est pas capable de le faire. Voilà, pour aller plus loin, vous pouvez télécharger le document.
dans lequel on reprend les points clés du webinaire, les liens vers nos formations, vers la première partie du livre Oser. Ça change tout aussi. Les replays de nos autres webinaires, il y en a des bons qui vous aident d'ailleurs à répondre à certaines des questions que j'ai vues. On pourra peut-être en parler pendant le temps des questions. Et puis aussi, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à le noter, ça nous fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et même si vous avez des critiques, partagez-les avec nous, c'est comme ça qu'on apprend. Si vous aimez notre chaîne, ben, abonnez-vous à la chaîne Mieux-être, Mieux Vivre, Mieux Travailler. Et puis je vous donne déjà rendez-vous le 17 mai à 14h30 pour le prochain webinaire avec Jean-Louis Prata et Renaud Gaucher, l'engagement au travail de la recherche à l'action. Et maintenant, place à vos questions. Voilà, laissez-moi regarder. Bon, on me posait la question des pistes, là. Est-ce que je prends la piste verte, la bleue, la rouge, la noire? Ce sont des questions difficiles. Et je pense qu'une bonne manière de répondre à ça, ce serait d'aller voir nos autres webinaires, parce qu'on a traité des sujets comme cela. Et notamment, il y a un webinaire, un webikey qu'on a fait qui s'appelle Apprendre à faire ce qui est important ou ce qui compte. Je ne sais plus comment on l'avait dénommé. Parce que voilà, bien souvent, notre cerveau nous amène à penser que les choses difficiles, il vaut mieux les éviter. En tout cas, quand il est en mode automatique, il nous dit ça. C'est difficile, c'est dangereux, n'y va pas. Il est programmé pour nous faire éviter le danger. Dans le livre Oser, ça change tout, on en parle évidemment, parce que quand on accepte d'avancer vers des choses plus difficiles, des choses qui font sens pour nous, même si on n'arrive pas tout à fait au bout, même si ça ne marche pas comme on voulait, on se sent mieux. On se sent bien parce que quand on fait des choses un peu plus difficiles, raisonnablement, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment, notre corps produit aussi des hormones qui nous mettent en meilleure condition de nous comporter, d'agir physiquement et mentalement. C'est une espèce de courbe, c'est comme un joueur de tennis de haut niveau qui joue contre un autre joueur de même niveau, eh bien ils vont en principe chacun au mieux de leur capacité tant que le cerveau ne bascule pas vers l'anxiété. Question de Karine. Alors, question de Karine. J'ai refusé un changement de titre au sein de mon entreprise car... Excusez-moi. J'ai refusé un changement de titre au sein de mon entreprise car les conditions étaient défavorables. Je fais désormais harcèlement moral par ma hiérarchie pour me faire regretter mon refus. Oui, ça, évidemment, c'est difficile d'affirmer ses opinions dans les grandes organisations. J'étais il y a 2 jours avec une personne qui s'occupe de formation dans un très très grand groupe du CAC 40 et on parlait de ça. Oser affirmer ses opinions, aller contre l'avis de sa hiérarchie, c'est difficile. Ce qui manque dans les organisations de manière générale, c'est la bienveillance. On ne veille pas à ce que les gens aillent bien. Et nous avons du mal à veiller nous-mêmes à aller bien, nous-mêmes. Donc, je pense que dans une situation comme celle-là, alors je ne sais pas quels sont les relais possibles et imaginables au sein de cette organisation, mais je crois que c'est important de ne pas se taire. Je crois que c'est important de ne pas laisser faire et de prendre la décision d'aller expliquer, exprimer, montrer ces situations de harcèlement et demander des comptes et demander une résolution des choses. C'est difficile de décider ça. C'est difficile de dire je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de me laisser traiter comme ça. Voilà. Alors Pierre C demande quel est le lien entre stress et décider. Ben, le stress, il génère une charge mentale dont on parlait tout à l'heure. Il peut limiter nos capacités de réflexion. Parmi les différentes théories que l'on peut regarder, il y en a un qui nous dit le stress est un signal d'alarme qui nous indique que la décision qu'on serait en train de prendre ne serait pas forcément la bonne. Et c'est intéressant d'utiliser, notamment on a ça à l'INC, l'IME, ces 6 dimensions sur lesquelles on peut jouer, qui vont par exemple la curiosité, la rationalité, l'opinion personnelle. Comment on peut
exploiter ça pour diminuer le taux de stress. Mais on peut aussi considérer le stress comme quelque chose qui est utile, qui nous fait du bien. Encore une fois, dans l'exemple du joueur de tennis, c'est le stress qui l'aide à acquérir toutes ses capacités physiques et mentales. C'est le stress. Le stress, c'est, entre autres, parce que c'est beaucoup de choses, c'est une courbe, le stress. Il monte, il monte, il monte, il nous fait du bien. Ce sont des catécholamines qui sont produites, qui font que on se sent vivant, notre vue est justement plus large, on est capable de faire des choses qu'on n'imaginait pas. Mais quand il y en a trop longtemps, ou qu'on n'a pas la possibilité de se reposer, eh ben, il nous fait du tort. Donc, comment on peut se mettre dans les bonnes positions, la bonne situation, avec le bon niveau de stress pour décider. Mais je pense aussi que quand on dit qu'on est stressé face à une situation, c'est qu'on est peut-être déjà dans la phase d'anxiété, dans la phase de difficulté. C'est essentiel à ce moment-là de pouvoir se calmer, prendre du temps, essayer de voir un champ possible. Souvent, quand on est devant une décision un peu polaire comme ça, je vais à gauche ou à droite, c'est intéressant d'aller regarder toutes les autres possibilités, parce que contrairement à ce qu'on croit, le monde, c'est pas juste A et B, il y a aussi C, D, E, etc. Donc voilà, c'est regarder ça. Agir, c'est mieux pour la santé que se laisser faire, ben oui, ouais, c'est ça. Très difficile, c'est devenu tendu dans les grosses organisations. Oui, c'est bien. Je voyais justement ce matin une étude sur la contagion des situations de tension. C'est-à-dire que si quelqu'un traite mal quelqu'un d'autre, c'est contagieux. La personne qui est maltraitée va peut-être se renfermer, va peut-être devenir plus agressive elle-même contre la personne qui l'agresse ou alors contre d'autres personnes. Donc quand on est dans un environnement qui est un peu toxique, il est fondamental d'apprendre à se ressourcer soi-même. C'est ça la clé dans l'amitié avec soi-même, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de dire comment, indépendamment du monde extérieur, je peux en tout cas bien me traiter moi-même. Je donne souvent dans une des formations, justement, je dis ça, une réunion difficile dans une entreprise dans laquelle je travaillais, et j'ai un client qui critique ma proposition, mais assez fermement, mais critique ma proposition. Et moi, je tourne ça contre moi en me disant, ah oui, je suis con, je me suis trompé, je suis un imbécile, j'aurais pas dû faire ça, etc. Et je m'énerve évidemment d'avoir fait cette erreur. Et puis, mais je ne m'énerve pas sur le client, mais c'est quand je vais rentrer chez moi que je serai énervé et que ça va mal se passer à la maison. Vous voyez, c'est ça le côté contagieux du mauvais traitement que d'autres peuvent nous infliger ou du mauvais traitement que nous infligeons nous-mêmes. Voilà. Alors, je continue. Ajouter du chaos a tendance à ajouter du stress. Donc, ajouter du stress ne va-t-il pas plutôt réduire la capacité de décision? Oui et non, Jean-Philippe. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le cas de Keith Jarrett, il aurait pu décider de ne pas jouer. Il a décidé de jouer. Probablement qu'il était stressé. D'ailleurs, on l'entend dans l'enregistrement, on l'entend grogner, il est furieux, il y a des trucs, il tape sur les... Et en même temps, ce qu'il a fait est exceptionnelissime. Une fois qu'il a commencé à jouer, une fois qu'il s'est lancé, son stress a été, je dirais, lui a permis de sublimer ses intuitions mentales, puisque, encore une fois, tous ces concerts sont improvisés, et de faire cette musique exceptionnelle. Si vous n'avez jamais entendu le concert de Cologne, je vous conseille en particulier le premier morceau, magnifique. Alors, ajouter du chaos, c'est, il me semble, sortir de sa zone de confort. Pour que ça marche, il me semble qu'il ne faut pas en sortir complètement, ou du moins y revenir régulièrement. Et oui, ce sont des allers-retours. D'abord, quand on sort de sa zone de confort, on est dans notre zone de développement.
si on ne va pas trop loin, si on ne va pas dans la zone de panique. Et quand on est dans cette zone de développement, c'est juste à ce moment-là qu'il y a une dose de stress bénéfique qui est là pour nous aider à faire face. Et comme je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des joueurs de tennis encore une fois, bah, s'ils jouaient pendant 48 heures d'affilée, ils seraient morts. D'ailleurs, je pense que physiquement, ils pourraient mourir, vu l'intensité de ce qu'ils font. Donc on a besoin de repos. Federer, il dort 11 heures par nuit avant ses matchs. Donc on a besoin de... Voilà. Et, alors, peut-être peut-on parler de fantaisie et non de chaos, d'imprévu, pas forcément aller dans la panique. Oui, ne pas aller dans la panique nous prive de nos moyens. Ou alors ce sont des moyens, je dirais, animaux. Quand on est dans la panique, on peut effectivement se battre avec plus de force, courir plus vite, mais on peut aussi s'effondrer. La panique peut nous inhiber totalement, comme ces reptiles qui s'inhibent totalement lorsqu'ils aperçoivent un rapace dans le ciel, ils font le mort. Et physiquement parlant, le corps se met au ralenti, le cœur réduit son rythme cardiaque constamment, et notamment dans des situations difficiles d'agression, les femmes peuvent se retrouver comme ça dans un système d'inhibition qui n'est pas décidé. C'est le corps qui décide pour la femme de l'emmener vers l'inhibition parce qu'il y a un danger de mort. C'est le système vagal dorsal, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà, sortir de sa zone de confort, mais sans exagération, et en restant bien dans sa zone de développement, et en n'y restant pas trop longtemps non plus. Mais en même temps, lorsqu'on s'habitue à être dans notre zone de développement, on élargit en quelque sorte notre zone de confort. Ouais, sortir de notre zone de confort, c'est par là même l'élargir. Exactement, mais c'est comme ça qu'on fait notamment par rapport aux phobies. C'est une thérapie d'exposition. Donc on prend une personne qui a peur des araignées, et puis on va la confronter avec des araignées, par exemple une toute petite image, ou par l'imagerie virtuelle, petit à petit, l'aider à s'habituer à la présence de cet animal qui fait tellement peur à tant d'entre nous, et petit à petit pouvoir même peut-être la toucher virtuellement avec un casque, jusqu'à arriver à en toucher une morte, et puis accepter d'en avoir une vivante sur la main. Mais ça, je n'ai pas encore fait moi-même. Donc oui, quand on va à l'extérieur de sa zone de confort, petit à petit, on l'élargit, ça augmente nos possibilités, et c'est ça qui nous fait progresser, c'est ça qui nous fait du bien. Peut-il y avoir de l'intuition dans le chaos? Ben oui, l'exemple de Sully, là, le capitaine Sullenberg, c'est typiquement ça. Il y a du chaos, vous êtes commandant de bord, vous venez de décoller de LaGuardia et vos 2 réacteurs sont hors service. Vous en avez que 2 sur un Airbus A320. Donc, que faire si on n'est pas dans le chaos à ce moment-là? Mais, grâce à son expérience, son expérience de planeur aussi, il a pu prendre les décisions qui étaient les plus justes, meilleures que les conseils que lui donnait la tour de contrôle, encore une fois. Et donc oui, le chaos peut contribuer aussi à ce qu'on prenne de bonnes décisions. La décision de Keith Jarrett, je ne sais pas comment il a fait pour la prendre, d'accepter de jouer sur ce piano qui fonctionnait mal, mais ça lui a donné des résultats exceptionnels. Les jeux de stratégie sont-ils un moyen d'entraînement pour les décisions d'entreprise? Ben, tout à fait. C'est du prototypage, c'est du design thinking, le jeu de stratégie. On commence aussi à expérimenter des choses à une échelle non risquée. Il n'y a pas de risque financier, il n'y a pas de risque humain à faire un jeu de stratégie, mais ça nous permet de voir vers où nous mènerait telle ou telle stratégie. Est-ce que ça nous convient ou pas? Qu'est-ce que ça fait? Voilà, je pense qu'on arrive tout doucement au terme de vos questions et du temps. Donc, je vous rappelle,
le 17 mai à 14h30, Jean-Louis Pratard, Renaud Gaucher, l'engagement au travail, de la recherche à l'action. Et n'hésitez pas à noter ce webinaire, à télécharger le document. Si vous êtes intéressé à ce qu'on fait, eh bien, allez voir nos formations et puis contactez-nous. Et surtout, donnez-nous des retours par rapport à ce webinaire. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'au bout et à bientôt. Au revoir.